Radio Anthropocène. Et nous sommes toujours en direct depuis le RISE avec Claire Delfosse et Thierry Boutonnier pour discuter de ruralité. Et donc pour continuer nos échanges, nous allons faire un détour audio avec un document qui nous a été transmis par Monsieur Boutonnier, qui pourra nous en dire quelques mots et qui, je pense, pourra continuer notre discussion sur les héritages et la place des femmes dans cette ruralité anthropocène. De décrire les sons des paysages de mon enfance. Monsieur Boutonnier, qu'est-ce que l'on vient d'entendre, hein ? C'était durant la Covid. J'étais invité à travailler à côté de Condom avec un vigneron qui est une histoire familiale aussi riche. Et donc, comme on a été empêchés, on a travaillé avec des lycéens et des lycéennes à qui je leur ai demandé de s'entretenir avec leurs doyennes, donc leur grand-mère, des personnes les plus âgées et des femmes, de façon à ce qu'elles leur racontent comment elles appelaient les oiseaux. Comment, soit elles imitaient, ou comment... des petits bruits, ou sinon, viens là, ma petite, viens là, ma petite oie. Des choses comme ça. Et donc on a des conversations téléphoniques, mais aussi parfois à distance, pour pouvoir transmettre entre deux générations une mémoire de la basse-cour, une mémoire de la mer Oie, une mémoire qui a à voir aussi avec des attachements en lien avec les oiseaux. Et puis là, le muséum a lancé une enquête pour comptabiliser les oiseaux qui sont dans les jardins, etc. Donc, comment cette crise d'extinction massive de la biodiversité que nous sommes en train de vivre est aussi une crise de la sensibilité, comme Baptiste Morisot l'a décrit, ou d'autres d'ailleurs. Mais comment, en fait... Et là, il y a eu des études sur la perte de mémoire des attachements, la perte de mémoire des relations qu'on peut avoir le vivant. Et donc, il y a un enjeu aujourd'hui avec les braises, là, de redonner envie de faire ce travail à la fois d'archivage, mais aussi de peut-être de valorisation et peut-être de restimuler un peu justement nos imaginaires peuplés. Alors, je vais juste m'arrêter là, mais vous savez, Blanche-Neige, en 1939-40, il y avait à peu près dans ces images 80% de la biodiversité de la forêt qui était représentée. Il y avait une grande diversité. Mulan 2000, il y en a plus que 10%. Il y a un dragon. Voilà, bon. Je ne sais pas qui est le dragon, si c'est Disney ou si c'est... Et du coup, Claire Delfosse, qu'est-ce que ça vous évoque, toutes ces questions de mémoire vivante, de Merlois, de cette mémoire, et notamment cette mémoire féminine de la ruralité ? Alors, j'irai, moi, sur le registre un petit peu plutôt des savoir-faire, de la mémoire des savoir-faire sur lesquels, justement, j'ai travaillé depuis ma thèse. Donc, comme maintenant, je suis plus toute jeune, ça fait longtemps. Sur les savoir-faire liés au fromage, en particulier, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les ethnologues là-dessus. Et là, c'est vraiment des des savoir-faire masculins, mais la transformation du fromage à la ferme, c'est souvent un savoir féminin qui est peut-être oublié, qui a été valorisé ou dévalorisé, ça dépend des périodes, mais avec tous ces savoir-faire qui vont de la transformation des produits. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc là, c'est par exemple, vous parliez des volailles, mais maintenant j'habite Bourg-en-Bresse, donc c'est tout le savoir aussi du travail du chapon et de la volaille grasse, donc, qui sont des savoirs féminins et qui se perdent aussi. Donc il y a une sensibilité qui est
effectivement, dans le bruit, la reconnaissance des animaux et des oiseaux. Par exemple, moi j'ai une grand-mère qui me disait « Écoute, voilà, ça c'est tel oiseau et elle vole comme ça, etc. » qu'on ne retrouve pas dans une autre campagne. C'est pas les mêmes oiseaux, c'est pas les mêmes bruits. C'est pas les mêmes bruits dans l'ensemble. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est important. Mais je dirais en tant que savoir-faire des femmes, savoir-faire alimentaire, savoir-faire de conservation, mais pour pas limiter quand même les femmes à que ça. Il y a aussi tous les savoirs autour du jardinage. On travaille en ce moment on a un gros projet sur jardin, potager, verger en milieu rural et petits élevages, justement, qu'on voit revenir, élever des poules. Voilà. Donc là, il y a aussi beaucoup de choses. Et quand je parlais tout à l'heure de savoir naturaliste, c'était dans cette idée de connaissance aussi. Par exemple, quand on travaille sur les alpages, on sait qu'on doit mettre les bêtes à tel moment. Parce que là, il y a telle alimentation, tel type de bête là aussi. On parlait en aparté tout à l'heure du charolais, mais il y a tout un travail de l'herbe aussi. Et c'est cela que je parlais de savoir naturaliste, entre guillemets, c'est-à-dire ce lien à la nature. Mais je dirais aussi, parce que là on reste très agricole, en tant que géographe, c'est aussi le rapport aux lieux et la connaissance des lieux et des noms de lieux. Oui. J'ai toujours été frappée que les lieux à la campagne ont des noms. Et ces noms sont perdus aujourd'hui. Il y a eu le remembrement, et il y a des formes de parcelles ou de lieux qui étaient liées à ça, ou à un arbre, ou à telle chose, ou à la couleur du sol. Et ça, aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas si c'est aussi quelque chose qui est transmis ou qu'on a oublié. On passe par les routes, on ne va plus dans les chemins. Alors, je ne vais pas dire que je suis une fanat de la chasse, mais moi, je l'ai appris avec des chasseurs aussi. On sait les limites, on sait plein de choses, on parcourt le territoire. Et je pense que ce parcourir, et aujourd'hui, on retrouve peut-être certaines formes avec les balades comptées, par exemple, mais ce serait peut-être bien de l'associer aussi avec ces noms de lieux qui font rêver. Moi, je pense des rues qui s'appellent la Fontaine du Toit, des choses comme ça, qui font partie aussi de ce patrimoine. Voilà. Et justement, cette poésie de la toponymie, et notamment des noms de lieux, j'imagine que ça peut aussi nourrir votre travail, Thierry Boutonnier, en tant qu'artiste arboriculteur. Et donc, quelle est un peu cette relation que vous entretenez avec cette mémoire du lieu et ce récit un peu implicite de ces espaces? C'est peut-être le moment de parler de gratte-terre. C'est pile le bon moment de parler de gratte-terre. Bien, alors dans une logique d'urbanisme agricole et où on échange des savoir-faire, c'est vrai que la pratique arboricole, donc en gros ça consiste à s'élever avec les arbres, c'est pas de sculpter du bois mort, mais de donner forme dans le sens de l'arbre avec les gens. Bien, ça fait plus de 15 ans que je développe des pépinières urbaines, et notamment à Mermoz. Ce sont des œuvres collectives, ça a le statut d'œuvre, parce que dans la question de la prédation au foncier, en milieu urbain notamment, eh bien, affirmer que c'est de l'art, que c'est un art public, et que c'est pour produire du commun, et qu'il y a peut-être besoin aujourd'hui de regarder la terre autrement, et notamment à travers la manière dont on se branche au vivant. Donc du coup, les arbres sont des formidables alliés. Alors notamment en ville, où la majorité des arbres sont des arbres ornementaux. Voilà, en pépinière, on produit des arbres pour orner les villes. Les arbres d'alignement qui font de l'ombre aux bagnoles. En fait, ce sont des arbres ornementaux. Mais c'est terriblement réducteur, parce que c'est aussi des habitats, il y a des nids, il y a beaucoup de palombes qui continuent à glousser. En tout cas, concernant donc ces pépinières urbaines, au gratte-ciel, à Villeurbanne, au lieu de la modernité, les plus grands immeubles de l'Europe en 1937, je crois, eh bien, renversement de la modernité.
Aujourd'hui, ce qui est moderne, c'est de cultiver la terre. Mais de la cultiver pour continuer à essayer d'en vivre et de vivre ensemble surtout. Parce que la terre, on le sait, Bruno Latour nous l'a bien dit avec Gaïa, elle s'amuse bien de nous si on n'y prête pas attention. Donc il y a tout ce travail-là dans les pépinières urbaines, de partir de la graine à la terre, des racines à la cime, de faire que de la plante des pieds jusqu'au bout de la langue, les enfants et les plus grands apprennent à s'élever avec les arbres. Et donc du coup, on fait des ateliers arboricoles, 3 ateliers par an. Par classe, en général on peut accueillir jusqu'à 4 classes et parfois ce qui s'est passé en 2022 c'était 3-4 groupes scolaires, donc ça commence à faire pas mal d'enfants dans le quartier. Et donc avec les arbres, du coup ils prennent conscience que ça part d'une graine, voilà. Ouais. Et Gratter, évidemment, cette pulsion que les nourrissons très vite ont à aller chercher, à gratouiller, à aller être au contact de choses sensibles qui grouillent, forcément, on le voit encore en crèche. Et puis, bizarrement, plus on grandit, plus le béton et l'asphalte prend le dessus. Donc, il s'agit de permettre, si on doit, entre guillemets, végétaliser, de ne pas faire du ripolin, quoi. Et puis, sachant en plus qu'un arbre urbain a une valeur, malheureusement, qui est beaucoup plus importante que tous les arbres qu'on peut trouver au croisement des chemins ou dans les champs, il y a un enjeu aussi à bien comprendre que c'est une trajectoire de vie où ça demande du temps. Et il faut bien comprendre ça parce que de la graine jusqu'à un arbre qui refait ses fruits, il faut 8 à 10 ans. Et si on dit qu'il faut compenser tout le carbone qu'on dégage et qu'il faut plus filtrer de l'eau, il faut bien comprendre que si en plus pour planter cet arbre, il faut absolument des tractopelles et des moteurs à explosion, eh bien l'arbre il est déjà en dette écologique pour soi-disant compenser d'autres dettes écologiques. Donc il y a aussi expliqué qu'on ne pourra pas compenser l'infini de notre délire. Et il faut penser avec les arbres, mais évidemment avec les vers de terre et avec toutes ces altérités qui nous invitent à y aller plus doucement. Voilà. Et donc Claire Delfosse, vous êtes également enseignante. Et donc sur toutes ces questions de transmission des savoirs, est-ce que vous remarquez ces dernières années un changement soit dans la manière dont vous enseignez ces enjeux ou dans la demande que vous recevez de vos étudiants ? Dans la demande des étudiants, c'est clair qu'elle a vraiment beaucoup évolué. Comme j'expliquais déjà, ne serait-ce que par l'entrée alimentation. Elle est fondamentale aujourd'hui. Elle est demandée dans les cours. Et d'ailleurs, on a intégré l'alimentation on a des cours sur l'alimentation, voilà, qui n'existaient pas. Donc ça, c'est un premier changement. Et le deuxième changement, je vois, c'est un renouveau d'intérêt pour le rural, à la fois de la part des étudiants curieux, mais d'un rural avec peut-être des débats qu'on n'aurait pas eu il y a quelques années sur la place de l'animal, l'élevage, le sauvage, pas le sauvage, laisser en arbre ou cultiver, voilà. Donc ça m'a fait rebouger aussi les questions obligées et m'oblige à avoir aussi à adapter le discours, voilà. Et puis donc ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, on avait pendant pas mal d'années, pas mal de décennies, peu d'étudiants qui venaient s'inscrire en géographie, en particulier sur le rural, et qu'aujourd'hui, on a une vraie demande forte, pas seulement sur l'alimentation, mais le rural d'une manière générale. Et je pense que ça c'est beaucoup plus récent que l'alimentation. Eh bien, j'ai une question. Est-ce que la Covid a eu un effet
Je ne saurais pas trop le dire, ça, sur les étudiants. Je pense que ça a un peu changé avant. Il y a eu quand même les Gilets jaunes, il y a eu tout un discours sur le rural de la relégation, un discours aussi sur d'autres systèmes de produire, un autre rapport à la production, un autre rapport au travail, on n'arrête pas d'en parler, qui finalement revalorise auprès de jeunes citadins l'image du rural et l'envie d'y aller. Alors après, on verra si ça se traduit sur le long terme, etc. Mais en tout cas, une image du rural qui est puis plus importante. Mais en tant qu'enseignante, moi, je l'avais vue de façon aussi complètement différente parce que j'enseignais à Lille et je suis arrivée à Lyon après, il y a 20 ans. Et déjà, j'avais d'autres rapports à l'espace rural parce que les Lyonnais connaissaient... Enfin, l'aire d'attraction de l'université lyonnaise permettait d'avoir des étudiants avec qui il y avait un retour complètement différent de Lille, par exemple, ou de Paris, où j'ai aussi un peu enseigné. Eh bien, Claire Delphos, Thierry Boutonnier, merci pour cet échange qui souligne bien la richesse de penser la ruralité dans l'Anthropocène. Pour nos auditeurs rhône-alpins, Thierry Boutonnier vous proposez ce dimanche à Villeurbanne une chaîne des chênes, donc une chaîne humaine pour accompagner le déplacement de 50 arbres. Et vous serez les 30 et 31 janvier aux Journées Recherche et Création des Beaux-Arts de Valence sur les arts de subsister. Et Claire Delphos, je rappelle que vos cours publics sont toujours disponibles à l'écoute et à la réécoute sur la chaîne YouTube de l'École urbaine de Lyon. Encore merci à vous, bonne journée et à bientôt. Merci. Merci Juliette. Radio. À l'école de l'Anthropocène.